bienvenue chez Healthfit. Aujourd'hui, nous allons parler de la rose. Dans notre thème, la rose n'a pas fini de faire parler d'elle. Fermez les yeux un instant. Imaginez une rose fraîchement cueillie. Avant même de voir sa couleur, vous pensez probablement à son parfum. C'est fascinant, car notre cerveau associe spontanément cette fleur à une odeur avant de l'associer à une image. Pourtant, quelques minutes plus tard, si je vous parle d'un thé à la rose, d'une eau florale ou même d'un verre de rosée, vous continuez à employer le même mot, rose. Comment une simple fleur a-t-elle pu devenir un parfum, une boisson, une couleur, puis finalement un véritable langage social? Pourquoi un mot qui désigne d'abord une plante est-il devenu capable d'évoquer la douceur, la féminité, l'amour, la tendresse ou même l'érotisme? Aujourd'hui, nous allons suivre le voyage étonnant de la rose. Un voyage qui commence dans un jardin et qui finit dans notre manière de regarder les autres. La fleur qu'on respire. L'odorat est un sens particulier. Contrairement à la vue ou à l'ouïe, les informations olfactives empruntent un chemin très court vers les régions du cerveau impliquées dans les émotions et la mémoire. C'est la raison pour laquelle une odeur peut faire ressurgir un vieux souvenir de plusieurs décennies avec une intensité surprenante. La rose de Damas, utilisée depuis des siècles en parfumerie, en cosmétique et dans certaines traditions culinaires, illustre parfaitement ce phénomène. Son parfum n'est pas seulement agréable, il devient un repère affectif. Une grand-mère, un jardin d'enfance, un savon ancien, une promenade au printemps. Chacun possède sa propre histoire avec cette fleur. Ce qui est remarquable, c'est que le cerveau ne se contente pas d'identifier une odeur. Il lui donne immédiatement une valeur émotionnelle. Une même rose peut évoquer la joie chez une personne, la nostalgie chez une autre, voire le deuil chez quelqu'un d'autre, et cette fleur est identique, mais le vécu transforme complètement son parfum. Et puis, elle devient la rose que l'on boit. Elle quitte alors les jardins pour entrer dans nos tasses. Le thé à la rose de Damas est apprécié dans plusieurs cultures pour son parfum délicat. Mélangé au thé blanc, il fait partie des composés permettant les régimes ou facilitant la perte de poids. Boire une infusion à la rose est une expérience étrange. Nous avons presque l'impression de boire une odeur. Pourtant, cette sensation ne vient pas uniquement de notre langue. Une grande partie des arômes remonte vers le nez pendant la dégustation, où ils complètent ce que les papilles seules seraient incapables de percevoir. C'est ce dialogue permanent entre goût et odorat qui donne l'impression de boire une fleur. Quelques mètres plus loin, dans les rayons d'un magasin, apparaît le vin rosé. Bon, alors vous me direz, mais il n'a rien à voir avec la rose en fait. C'est une couleur. Mais cette couleur porte le nom de la rose. Et beaucoup de consommateurs trouvent le rosé souvent plus léger parce que sa couleur est plus claire et qu'il est souvent servi très frais. Mais pourtant cette impression ne préjuge ni de sa teneur en alcool, ni de sa quantité de sucre, ni dans son apport calorique. En fait, notre cerveau se laisse facilement influencer par la couleur et la température d'une boisson. Une sensation de fraîcheur n'est pas forcément synonyme de légèreté nutritionnelle. Là encore,
la couleur raconte une histoire qui dépasse largement la réalité biologique. Car en effet, un bon risotto est parfois légèrement plus gras fait avec du rosé qu'un risotto fait avec un blanc. Passons à la couleur que l'on regarde, le rose. Cette fleur disparaît presque complètement. Il ne reste qu'une couleur. Le rose du quartz, celui des pétales, des nuages au coucher du soleil, ou encore de certains paysages printaniers. Pourquoi cette teinte paraît-elle si douce à beaucoup d'entre nous? En réalité, aucune couleur ne possède une émotion inscrite dans la nature. Par contre, notre cerveau construit progressivement des associations à partir de notre environnement, de notre culture, de nos histoires personnelles. Pour certains, le rose évoque la tendresse du nourrisson. Pour d'autres, il rappelle les bonbons de l'enfance. D'autres encore n'y voient absolument rien de particulier. Une couleur peut même devenir fatigante lorsqu'elle est omniprésente ou utilisée de manière saturée. Comme pour les sons ou les odeurs, notre système nerveux finit par réagir à l'excès. Le rose n'est donc pas forcément apaisant ou agaçant par essence. Tout dépend du contexte, de l'intensité, de la lumière et de l'histoire que chacun entretient avec cette couleur. Mais alors, pourquoi le rose est devenu un code social ? Eh bien, c'est une histoire qui devient presque passionnante quand on s'y attarde. Pendant longtemps, les usages étaient loin d'être uniformes. Au début du XXe siècle, certaines publications recommandaient même le rose pour les garçons, considérant cette couleur comme une déclinaison plus vive du rouge, symbole de force et d'énergie. D'autres défendaient déjà l'association inverse. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle, avec l'essor de la consommation de masse, de la publicité et du marketing destiné aux enfants, que la coupole rose fille et bleu garçon s'est progressivement imposée dans de nombreux pays occidentaux. Une convention commerciale est devenue une évidence culturelle. Et les enfants grandissent maintenant entourés de ces codes. Très tôt, ils apprennent non seulement ce qui est censé leur appartenir, mais aussi ce qu'ils devraient éviter. Chez les garçons notamment, l'évitement du rose apparaît souvent très jeune, preuve que les préférences sont largement façonnées par l'environnement social avant d'être des choix personnels. Attribuer une couleur à un sexe paraît anodin. Pourtant, ce geste raconte beaucoup de notre manière de classer le monde. Une couleur finit par devenir un signal, puis une attente, parfois même une obligation implicite. Celui qui s'en écarte peut être regardé comme différent. Pourtant, le rose n'a jamais porté de chromosome. Il ne contient aucune hormone. Il ne modifie pas la personnalité, ni les capacités, et encore moins les goûts. Ce sont les êtres humains qui lui ont donné cette signification, et cette observation dépasse largement le cas du rose. Elle nous rappelle que beaucoup de comportements que nous croyons naturels sont en réalité le résultat d'un apprentissage collectif. Les couleurs deviennent alors un miroir de nos conventions sociales, bien plus qu'un reflet de la biologie. Alors, oui, le rose n'a pas fini par parler de lui ou d'elle. Car, au début de cette intervention, nous étions dans un jardin. Nous respirions une fleur. Puis nous avons parlé de la tasse de thé, de remède, de grand-mère, de verre de rosée. Admirer un morceau de quartz et
presque sans nous en rendre compte, nous sommes arrivés au cœur des représentations sociales. C'est peut-être cela, la véritable histoire de la rose. Elle ne s'est pas contentée d'être une fleur ou un prénom. Elle est devenue un parfum, une boisson, une couleur, un symbole. Mais un symbole qui n'est jamais figé. Il évolue avec les sociétés qui le fabriquent. Le rose n'est absolument pas féminin. Il a été féminisé. Beaucoup d'équipes de sport utilisent le rose dans leurs uniformes. Puis, ce rose a tellement été répété dans l'espace, a tellement saturé le cerveau, qu'il a fini par sembler naturel pour les femmes. Pourtant, cette couleur n'a ni sexe, et aucune couleur n'a de sexe ni de morale. Elle ne fait que refléter les histoires que les humains choisissent de lui raconter. Alors la prochaine fois que vous croiserez une rose ou un garçon en rose, demandez-vous si vous regardez simplement une fleur ou une couleur, ou alors est-ce que la société n'a pas façonné votre façon de penser la culture, qu'il a réussi à cantonner dans une petite case qu'on appelle pétale. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous écoutiez Health Fit par Nayunbe Magazine. À bientôt.